Bonjour messieurs, nous allons parler pendant une trentaine de minutes géopolitique, économie, business travel pour tenter de tracer des perspectives sur ce que sera le monde post-Covid. Restons un petit peu sur la situation actuelle. Guillaume, quel est l'impact au niveau global, au niveau mondial sur l'économie de la crise sanitaire ? Aujourd'hui, l'impact, il est quand même gigantesque. On parle aujourd'hui de la plus grande crise depuis la Grande Dépression des années 30, donc un impact énorme. On a vu qu'on assiste à un redémarrage assez rapide, mais le fait qu'on ait autant d'incertitudes aujourd'hui sur la fin de cette pandémie risque d'avoir un impact sur les niveaux de confiance des ménages et des investisseurs et risque d'avoir des effets dommageables sur le moyen et le long terme. De toute façon, tant qu'on n'a pas de solution pour éradiquer finalement ce virus et ce risque sanitaire qui impacte directement l'économie. Mais pour l'instant, en France et comme dans bien des pays de l'OCDE, l'économie c'est dur, mais elle tient parce que l'État soutient. Donc l'impact le plus direct à l'heure actuelle, c'est l'accroissement de la dette des États. Est-ce que c'est si grave d'ajouter quelques centaines de milliards d'euros à une dette qui, pour reprendre l'exemple de la France, était déjà à 2000 milliards d'euros ? Alors, pour revenir un petit peu, pour l'instant les pays tiennent, c'est-à-dire qu'on a limité la contraction. Donc on ne crée pas de la croissance, mais on limite finalement la décroissance. Ça, c'est le premier point. La question aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de réel risque à court terme à créer de la dette tant que les taux d'intérêt restent bas. Aujourd'hui, la plus grande menace pour l'ensemble du monde, c'est l'inflation. Avec des monnaies qui sont fortement dévaluées sur cette période, il y a un réel risque, une poussée de l'inflation, également due aussi aux tensions commerciales mondiales et tensions géopolitiques, fasse son retour dans les années à venir. Et sur plusieurs pays avec des dettes à plus de 100% du PIB, ça risque d'avoir un impact majeur. Alors les tensions géopolitiques, en plus, il y en a. On va en discuter avec Éric Dénessé. Venons-en au business travel en particulier. Là, l'impact est violent et très direct. Radical dès le premier jour. Donc on est sur des baisses de volume de 70 à 80% sur les échanges internationaux. On est sur une réduction un peu moins importante sur le domestique. On est plutôt entre moins 40, moins 50%. Mais globalement, on a un impact massif. Alors, disons que sur le business travel, il y avait déjà les prémices de cette transformation qui étaient déjà, qui précédaient un peu cette crise. La crise est un catalyseur, évidemment. Donc, on reviendra, je pense, un peu tout à l'heure, mais sur les impacts de la technologie et puis dans quelle mesure les échanges par vidéoconférence étaient déjà en train de se développer de plus en plus. Là, ce qu'on voit comme impact également, c'est sur les sujets de distribution. Je pense que la distribution dans le business travel se modifie massivement. On voit des coupes assez nettes dans les équipes, y compris des grands acteurs du digital. Donc, toutes les agences de voyage qui vendent du business travel coupent dans leurs effectifs massivement, y compris Booking.com, y compris Expedia, qui étaient les grands leaders sur la partie loisirs et distribution digitale. Je crois qu'un des impacts également massifs, c'est au niveau des événements. Donc, une partie du business travel est drivée par les grands événements, les grands salons, et on voit que tous ces événements sont annulés les uns après les autres. Alors ils sont reconduits d'année en année, donc on peut légitimement penser qu'une partie de ce business travel, c'est une parenthèse qui reviendra, puisqu'il faudra continuer à se voir. Je pense que sur un plan philosophique, sociologique, on ne met pas un trait, on ne tire pas un trait définitivement sur cette catégorie de voyage. En revanche, son redémarrage sera certainement sous des formes un peu différentes. On y viendra. Alors, vous disiez qu'il y avait des prémices de ces changements, l'importance de la technologie, et que la crise agit comme un accélérateur également au niveau géopolitique, Éric Dénessé, puisque vous considérez que cette crise est un booster pour un antagonisme plus ancien, bien plus ancien, entre la Chine et les États-Unis. Vous parlez même, me semble-t-il, je vous cite, d'une hypothèse de guerre froide 2.0. Expliquez-nous. Oui, on voit depuis fin 2019 une remontée des tensions majeures entre les États-Unis et la Chine. Alors, c'est lié à deux choses. C'est lié au fait que d'abord l'administration Trump a décidé et a compris que finalement les rivalités commerciales étaient un atout et qu'il fallait en tirer le maximum d'avantages, y compris en mettant sous pression ses partenaires économiques et en les obligeant à se plier aux lois américaines et en les conduisant à payer des sanctions. Et puis derrière ça, on se rend compte aussi que le système international évolue depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide. Eh bien, on était dans un système totalement chaotique, avec pas de grands acteurs, pas de grande rivalité mondiale. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle structuration des relations internationales qui apparaissait avant la crise de Covid, mais on voit bien la manière dont les Chinois ont tenté, eux, de développer leur influence à l'occasion de cette crise et la manière dont les Américains, eux, ont essayé de faire ressortir davantage encore cet antagonisme
protectionnisme à l'égard de la Chine pendant la crise, parce que Washington a besoin de consolider autour de lui l'ensemble des Européens, l'ensemble des alliés occidentaux. Et effectivement, la crise du Covid a légèrement modifié l'évolution qu'on voyait se dessiner, mais on voit bien qu'un système à deux blocs pourrait se redessiner, avec une limite. Ce n'est pas une guerre froide paramilitaire comme on l'avait connu entre 1945 et 1989, mais par contre ce sera probablement une guerre froide avec des tensions militaires et surtout des affrontements économiques. Ah non, alors, donc là vous dites que les États-Unis se sont aperçus des bénéfices qu'ils pourraient tirer d'une guerre commerciale plus ouverte. C'est-à-dire que voilà, il nous faudrait une bonne guerre, c'est la croyance de l'administration américaine. Alors, ce n'est pas la croyance, c'est une partie des convictions des néoconservateurs d'une part, et puis c'est malheureusement une issue que l'on ne peut pas écarter si on regarde les élections américaines. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans un état d'opposition intérieure, de division, de quasi-guerre civile extrêmement prononcée, ce qu'on ne perçoit pas suffisamment en Europe parce qu'on ne lit que les médias mainstream qui ne donnent qu'une vision limitée de la réalité. Aujourd'hui, tout le monde se dit que les élections pourraient être extrêmement serrées et que l'un des deux candidats de toute façon contestera les résultats de l'autre et qu'on en arriverait à un tel blocage du système américain avec en plus le séquestre, c'est-à-dire l'argent ne circulant plus, le Congrès s'opposant à un certain nombre de choses, que la seule solution pour eux de recréer une forme d'unité nationale et d'empêcher l'éclatement serait le déclenchement d'une intervention extérieure. Alors, est-ce que ce serait la Corée, l'Iran, la Chine ? Tout ça, bien sûr, est hypothétique, mais ça l'est de moins en moins en termes de scénario. Mais alors finalement, le nom du vainqueur de l'élection américaine, que vous ne connaissez pas, comme n'a pas beaucoup d'importance. Cet antagonisme-là va se renforcer, d'après vous ? J'ai envie de dire, effectivement, quel que soit le vainqueur, il y a ce risque. Après, ça va dépendre, et malheureusement, on le voit très très mal aujourd'hui, de la capacité qu'a la société américaine à résoudre son problème intérieur. Malheureusement, on est de moins en moins confiant. Quelles seraient les conséquences, Guillaume, de cette crispation entre la Chine et les États-Unis au niveau mondial en termes économiques, hein ? On les voit déjà, puisque l'antagonisme remonte bien avant 2009 aux premières, finalement, droits de douane qui ont été implémentés à partir de 2018 contre la Chine. Il y a certaines recherches qui indiquent que finalement, ces droits de douane ont eu un impact négatif sur le PIB américain. Je pense aujourd'hui, je suis assez d'accord, aujourd'hui, la crispation vis-à-vis de la Chine n'a pas de couleur politique, quel que soit finalement le vainqueur de l'élection. Aujourd'hui, cette crispation, elle a plus une couleur environnementale, aussi une couleur technologique. Aujourd'hui, la bataille se joue aussi au niveau des entreprises chinoises et américaines. Et donc, finalement, on devrait rentrer dans ces tensions. Le point majeur, c'est que si on est face à une victoire du candidat démocrate, on assistera probablement à un retour du multilatéralisme. Et là sera l'enjeu, finalement, dans ce scénario de guerre froide, c'est essayer de ramener aussi l'Europe dans son camp pour venir s'opposer à cette montée en puissance de la Chine dans l'économie mondiale. Alors, ce qui peut peut-être invalider une partie de ce scénario-là, c'est que, je parle sous votre contrôle, la Chine connaît son deuxième trimestre de croissance. Est-ce que l'Occident ne peut pas être tenté d'accrocher ses wagons à la locomotive chinoise ? Aujourd'hui, on voit qu'au niveau économique, c'est assez compliqué finalement d'enrayer cette montée, cette croissance de la Chine qui se base principalement aujourd'hui encore sur son industrie. Surtout d'un point de vue extérieur, on ne peut pas se passer du marché chinois qui représente 1,4 milliard de personnes et pour certains secteurs comme celui de l'automobile, celui du luxe, une part importante de croissance. Néanmoins, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, la rivalité avec la Chine va se faire sur le respect des droits de l'homme, sur l'environnement et donc sur des sanctions beaucoup plus politiques qu'économiques. Mais effectivement, dans un contexte de morosité ambiante, la Chine restera toujours le moteur de la croissance et un marché sur lequel on ne peut pas se passer. Morgane, en ce qui concerne le BT, la Chine, elle, alors toujours sur cette hypothèse de crispation des Occident-Chine, la Chine est le terrain de développement de nombreux acteurs du voyage d'affaires, notamment le secteur hôtelier. Quel impact ça pourrait avoir on voit bien que, alors, en Chine, les échanges ont repris sur le plan domestique. Donc, que ce soit l'offre aérienne, l'offre hôtelière, retrouve des niveaux de taux d'occupation, des niveaux de taux d'utilisation qui sont pas encore ceux de pré-Covid, mais globalement, on s'en rapproche. Et ça fait tourner déjà pas mal l'économie. Donc, le business travel
a une certaine vigueur en Chine. On est plutôt sur du moins 10, moins 15 sur la distribution de business travel en Chine aujourd'hui. En revanche, ce qui est massif, c'est la diminution du business travel, des échanges interfrontières, interpays. Donc, effectivement, les Européens avaient fait de la Chine et la Chine avait fait de l'Europe un terrain d'échange assez important. On voyait d'ailleurs de plus en plus d'échanges, de plus en plus de vols, de plus en plus d'hôtels ouvrir, une capacité à converser et à accueillir le voyageur d'affaires chinois et en Chine le voyageur d'affaires étranger et notamment européen. Une forme de libération ou de plus en plus de facilité à obtenir les agréments, des visas. Donc on était dans une forme de libération. Ce coup d'arrêt, je pense, est temporaire. Moi, je pense que la Chine continuera à considérer l'Europe comme un allié et voudra jouer de la neutralité dans cet antagonisme anti-américain. Je pense que l'Europe a tout à gagner de ça. Maintenant, les pays européens aujourd'hui, notamment, on en parlera tout à l'heure sur la 5G, ont des réactions qui sont vives sur un point particulier qu'est la 5G, mais disons que ça n'augure pas tellement, de mon point de vue, de l'arrêt, en tout cas de la transformation globale de ce mouvement d'intensification des échanges entre l'Europe et la Chine et qui a des conséquences positives sur le business travel. Vous introduisez très bien la question que je voulais poser à Éric Dénessé. Vous êtes d'accord avec ce que dit Morgane, qu'en cas d'antagonisme fort entre la Chine et les États-Unis, la France ne choisirait pas, l'Europe, pardon, ne choisirait pas cet allié naturel du monde libre, tel qu'on le disait à partir de 1945. Elle resterait un partenaire de la Chine. Elle tenterait une sorte de non-alignement pour faire un autre anachronisme. Mais idéalement, et la France et l'Europe, c'est ce que devrait être fait. Mais je crois qu'il faut... donc sur le principe, je pense que c'est la bonne solution et la solution idéale pour tout le monde. Seulement, je suis effectivement très inquiet des pressions américaines autour de ça, pour obliger chacun à choisir son camp. Oui. Encore une fois, les Américains sont dans la préoccupation, du maintien de leur leadership pour les 50 ans qui viennent, parce qu'ils savent que ça n'ira peut-être pas plus loin, de la résolution de leurs problèmes intérieurs. Donc ils ont intérêt à faire monter les tensions. Et puis, ils l'ont montré depuis une dizaine d'années. On s'aperçoit avec 20 ans de retard que la fin de la guerre froide a été aussi à générer certaines formes de ralentissement en innovation technologique parce qu'on vit dans une époque auparavant où l'industrie de défense avait un énorme effet d'entraînement. Donc la réduction des budgets de défense, la réduction de la recherche dans un certain nombre de domaines, même si l'industrie civile a pris le relais, amène un certain nombre de think tanks américains qui conseillent les présidents américains à dire finalement on a beaucoup de choses bénéfiques à tirer d'une relance des tensions internationales. Donc ils vont avec bien sûr une mesure, en tout cas encore relative, en ce sens. Mais ce qui les intéresse, c'est d'obliger leurs partenaires de l'OTAN et leurs partenaires occidentaux à prendre parti pour eux. Parce que l'un des buts, l'une des idées qui est développée chez eux en ce moment, c'est que si on a, comme à l'époque du Comecon, de la guerre froide, deux systèmes économiques parallèles, eh bien ça veut dire que tout ce qui aujourd'hui pourrait être acheté ou échangé avec la Chine resterait dans un marché plus limité du monde occidental. Je ne suis pas sûr qu'on en arrive à ça, mais ça fait partie à la fois des réflexions que l'on voit et de certains signes qui sont annonciateurs d'un début de stratégie en ce sens. Alors une Europe tiraillée entre deux blocs, donc, mais également une Europe qui a à la marge de ses frontières des problèmes à gérer. La crise turque, évidemment. Rappelez-nous en quelques mots de quoi il s'agit et quels peuvent être les impacts de cette crise si il y a escalade. Alors la Turquie aujourd'hui, c'est l'aboutissement de la stratégie personnelle du président Erdogan, qui est arrivé Premier ministre fin 2002, puis président en 2014, islamiste convaincu, membre du Bureau international des frères musulmans, donc soutien du Qatar de cette confrérie terroriste, et puis nostalgique de l'Empire ottoman, essayant d'effacer tout l'héritage kémaliste dans la Turquie laïque. Et depuis quelques années, on peut faire une comparaison, même si elle peut choquer, entre la stratégie d'Hitler à partir de 1933 et celle d'Erdogan. Erdogan pousse sur tous les fronts, tant que ses adversaires ne réagissent pas, il fait des petites avancées. On l'a vu récemment lorsque la France, alliée à l'Italie et à la Grèce, commence à montrer les dents en Méditerranée, il fait machine arrière. En ce moment, ce que n'avait pas fait Hitler. Ce que n'avait pas fait Hitler. En ce moment, il est en train de mener une opération militaire en Azerbaïdjan contre l'enclave du Haut-Karabakh, peuplé d'Arméniens depuis des temps immémoriaux. Donc on voit, après avoir mené des opérations en Syrie, en Libye, donc on voit qu'il y a cette espèce de volonté
volonté de reconstruire une grande puissance turque. Alors ça, bien sûr, ça n'a pas l'impact que peut être la relation stratégique sino-américaine, mais on a là typiquement un acteur qui profite d'une forme de vide stratégique et qui, je dirais, sur un malentendu, pourrait déclencher quelque chose de grave. Mais je pense que notamment ça a un certain impact en matière touristique, parce que la Turquie était un partenaire et une destination importante, et qu'on voit à la fois le durcissement interne dans la persécution des chrétiens, dans l'islamisation prononcée du régime, et puis l'insécurité que ça génère sur le bassin de la Méditerranée orientale. Alors, de nombreuses tensions, des impacts économiques forts. Vous nous disiez à quel point le BT, le business travel, était impacté violemment à l'heure actuelle. Morgane, quels acteurs du business travel vont réussir à tirer leur épingle du jeu là? Excellente question. Merci. Il faut d'abord essayer de comprendre quels sont les nouveaux usages attendus par les voyageurs. Je pense que la volonté du contact humain reste intacte. Je crois que dans des négociations, pour nouer des relations, rien de mieux qu'une phase présentielle. Maintenant, je pense qu'on peut effectivement probablement réduire le nombre d'interactions et en faire basculer un certain nombre sur un plan de vue plus digital. Donc on doit être dans une légère contraction du business travel de ce fait du changement d'usage. Maintenant, je pense que les principales victimes de ce changement sont les incumbents, c'est-à-dire que ceux qui sont historiquement dans la distribution, historiquement dans ce secteur-là, c'est-à-dire les grandes agences de voyage classiques, du Amex, du Carlson Wagonlit. Voilà. Donc je pense que ces acteurs-là ont beaucoup à perdre. Alors, il ne faut pas non plus négliger leur capacité de réaction. Ce sont ces gens qui ont engagé des mouvements de transition, notamment en utilisant de plus en plus de technologies. Donc, ils sont encore, ils sont pas du tout morts. Donc, maintenant, je pense que c'est au profit d'une distribution encore plus digitale. Je pense que les groupes hôteliers peuvent en tirer parti. Je pense que les groupes hôteliers qui ont beaucoup laissé couler leur part de marché à des agents, à des intermédiaires technologiques comme des plateformes comme Booking.com, Expedia, peuvent ne pas connaître exactement la même dégradation de leur distribution avec le business travel. Je pense que les groupes hôteliers peuvent avoir une part de voix assez significative dans le contrôle de leur distribution dans le business travel. Donc moi je pense que les groupes hôteliers ont encore de beaux jours devant eux à gérer de manière plus directe leur distribution de business travel. Les indépendants moins, d'ailleurs. Et là, on peut parler éventuellement de restructuration du marché hôtelier. Pas forcément, parce que maintenant les plateformes... alors, il n'y a rien de plus compliqué que la distribution hôtelière. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement d'intermédiaires qui est incroyable. Donc on verra probablement une réduction de ce nombre d'intermédiaires. Mais disons que les indépendants qui sont bien situés, et en fait tout revient à la bonne localisation de l'hôtel. Est-ce que si l'hôtel est dans une bonne zone, il continuera à bénéficier des taux de remplissage et d'une clientèle d'affaires qui va progressivement revenir sur le terrain. Donc je pense que sur le plan de l'hôtellerie, je ne suis pas très inquiet pour ceux qui étaient déjà bien exposés en business travel. Le retour devrait être marqué d'ici 12 à 18 mois. Les compagnies aériennes, c'est un peu plus compliqué puisqu'on se retrouve... Je m'arrête 2 secondes sur l'hôtelier, je me permets. Dans 12 à 18 mois, oui, mais il y a 12 à 18 mois à attendre. Et là, je voudrais faire référence à une interview de Sébastien Bazin il y a quelques jours, le PDG d'Accor, qui était sur France Inter, je crois. On lui demandait, est-ce qu'il y a des vautours qui planent autour du groupe Accor? Et il a répondu, il y a des vautours qui planent, mais nous ne faisons pas encore picorer. Voilà. Donc, il Alors, reconnaît ce risque quand même d'un fonds de pension, d'un groupe hôtelier plus important qui... Enfin, alors, c'est des gros mouvements, parce qu'il y a eu dans la presse des bruits sur un possible rapprochement entre Accor et IAG, Intercontinental. Oui. Qui ne date pas de la crise, qui est antérieure d'ailleurs. Il faut savoir qu'Accor a quand même des actionnaires ultra puissants. Voilà, donc, les principaux actionnaires de Accor, c'est le groupe Xinjiang, qui a vocation à devenir un des premiers, voire le premier hôtelier mondial à horizon 2025 ou 2030, peu importe en tout cas pour les groupes chinois qui ont une volonté d'hégémonie à 2050, en tout cas c'est le plan du gouvernement, donc ça se traduit également sur la géopolitique hôtelière. Donc je pense qu'avec la puissance de ces soutiens financiers, il y a peu de risques qu'Accor
soit fragilisé. Maintenant, il peut y avoir On en revient à la Chine, d'ailleurs. Avec, oui, il peut y avoir des grands regroupements. Le nerf de la guerre, ça sera les fonds propres justement de ces entreprises, leur niveau et leur capacité finalement à digérer une incertitude qui peut durer dans le temps. Et à partir de là, on verra ceux qui ont finalement les reins assez solides pour sortir le mieux de cette crise. Vous parliez de l'importance de la technologie, une question un petit peu subsidiaire qui nous ramène là encore à la Chine. Huawei, qui est l'acteur le plus avancé en termes de technologie 5G, peut faire les frais d'un antagonisme Occident-Chine. Et la 5G, n'est-ce pas capital pour le data mining, la gestion de ces big data fantastiques qui serait l'avenir du business travel d'après vous? Le déploiement de Huawei, de sa technologie, est-il véritablement en danger? Et quel impact ça pourrait avoir? Ouais, alors, je pense que c'est deux questions différentes. Je suis plus inquiet sur la capacité de Huawei de se déployer sur la 5G en Europe que sur l'impact sur le business travel. C'est-à-dire qu'il y a des moyens déjà existants. En fait, Huawei, ce ne sont que des tuyaux. Alors, il y a des activités réseau, c'est des tuyaux, mais aussi c'est des terminaux. Donc, il ne faut pas oublier que Huawei, c'est le troisième constructeur de téléphone mondial. Il a 25%. Il est le premier, par exemple, vendeur de téléphone mobile en Italie. Il a vocation à avoir 25 à 30% du marché de la téléphonie mobile en Europe. Donc c'est des parts de marché qui seront gigantesques et qui sont indépendantes de la 5G. Maintenant, je pense que le business travel cherche des tuyaux de communication. Donc si Huawei ne sait pas les fournir avec ses antennes 5G, si la 5G n'est pas appropriée, on a tous eu, nous, pendant le confinement, à subir de la conf call qui bug un peu parfois. Je pense que c'est un peu passé, on s'est un peu détendu par rapport à ces soubresauts technologiques. La qualité est suffisamment bonne aujourd'hui pour se dire que si ça restait comme ça deux prochaines années, ça marcherait. Donc on n'a pas besoin de la 5G nécessairement pour continuer à fonctionner à distance. D'accord. Et alors derrière ça, il y a malgré tout des enjeux de pouvoir terribles, des enjeux géopolitiques. C'est-à-dire que les Américains se sont aperçus, il y a quelques années maintenant, de l'avancée qu'avaient pris les Chinois en matière technologique sur la 5G et qui savaient qu'ils ne pourraient pas avoir une offre concurrente en Europe. Et donc, pour nous, Européens, d'une certaine façon, qu'on ait une 5G américaine ou une 5G chinoise, sur le plan du renseignement et de la sécurité, on sait qu'on sera écouté. Alors, est-ce qu'on sera écouté? On sait que ce sera des mouchards. On sait il y aura une grande partie, ce sera utilisé par la puissance qui se trouve derrière le réseau de la 5G pour faire de l'interception, de l'aspiration de data, on le sait. Les Européens n'ayant pas la capacité à fournir quelque chose de similaire, on sait aussi qu'on sera dépendant. Et très rapidement, si vous regardez ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, on voyait déjà les Britanniques en premier lieu, puis l'Union européenne dire on va bien sûr prendre Huawei. Et on a vu toute une série de réactions mises en place par les Américains, Donald Trump ayant fait entre autres des pressions terribles sur les Britanniques en disant si vous prenez la 5G, on ferme notre base aérienne et nos stations d'écoute en Grande-Bretagne. Donc les Britanniques ont fait machine arrière. Et puis on voit depuis pas tout à fait un an, se développer des mouvements anti-5G partout en Europe, qui sont d'abord apparus dans les pays scandinaves, en Belgique, aux Pays-Bas, et puis qui commencent à apparaître en France. Et dans ces mouvements, on trouve des tas de choses. On trouve des technophobes, des gens qui viennent des milieux plutôt écologistes, activistes, militants, qui sont contre les rayonnements. Et puis, on voit, c'est aussi notre métier, on voit aussi que certains sont manipulés par des intérêts américains, parce que les Américains savent qu'en activant des groupes comme ça, eh bien, on crée une espèce de phobie anti-5G à court terme pour empêcher l'installation Huawei. C'est pas toujours très réfléchi, parce que si après, c'est eux qui veulent mettre en place leur propre 5G, ben, ils auront créé des groupes qui contesteront leur propre système. Mais on est là, au sens propre, dans une vraie rivalité de puissance entre la Chine et les États-Unis. Je pense que dans cet enjeu, l'enjeu est beaucoup plus aujourd'hui politique effectivement qu'économique et que les années vont le dire, mais l'Europe essaye aussi peut-être de se positionner en tant qu'arbitre et en tant que troisième voie, rôle qu'elle n'a pas réussi à faire durant ces longues années. On voit que sur la 5G, la France est plutôt un peu opposée aussi à Huawei, la Suède a marqué son opposition, l'Allemagne en parle. Aujourd'hui, on essaye de pousser aussi des leaders locaux comme Nokia, comme Ericsson. On sait qu'on est en retard sur le déploiement par rapport à Huawei, mais aujourd'hui, il y a une velléité aussi politique. On le connaît, ce retard, on sait, c'est rattrapable en 2 ans. Je ne suis pas expert de ce domaine. C'est plusieurs années de retard. Entre 5 et 10 ans. Entre 5 et 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Oui, bien sûr. Et donc la qualité de Huawei dans la 5G n'a rien à voir avec celle d'Ericsson et Nokia. Enfin, c'est pas des années-lumière, en tout cas c'est des années hommes, mais on est sur 5 années, ce qui est monstrueux.
Donc il y a vraiment ce rôle, je pense, d'arbitre. Et pour revenir faire un petit parallèle avec aussi États-Unis-Chine, on parlait des pressions sur la 5G. À l'inverse, aujourd'hui, on ne parle pas de la taxe GAFA, mais qui est aussi un moyen de pression qui essaye d'utiliser les Européens contre les Américains. Donc on voit qu'on essaye aussi de se positionner au milieu de ces deux géants. Morgane, tout à l'heure, vous avez insisté sur la distribution du voyage d'affaires, sur le marché hôtelier également. Effectivement, vous alliez l'aborder. Je vous le demande maintenant, l'aérien. L'aérien, voilà, au cœur de toutes les tensions. C'est un lieu de cristallisation de beaucoup de tensions. Elles sont moins géopolitiques que sociétales. Disons que l'aérien est un producteur de CO2 reconnu et le business travel en est un des principaux responsables. Disons que je pense qu'il y a une réduction d'offres dans l'aérien. On parlera, je crois, tout à l'heure des compagnies aériennes et de leur capacité de subsistance qui est en question. Hein, Donc on devrait aller vers une réduction de l'offre aérienne et qui peut avoir un impact direct sur le business travel parce que quand on ne peut pas aller à un endroit... Et là, vous déconnectez de la crise Covid. Hein. Vous inscrivez cela dans un mouvement plus profond d'aspiration à plus de soucis écologiques d'une certaine façon. Oui, c'est deux choses différentes. Alors, pour le coup, la réduction de l'offre aérienne, elle est quand même très très liée à la crise Covid puisque la descente aux enfers des compagnies aériennes, c'est vraiment totalement lié à la crise Covid. Maintenant, il y a des aspirations à un voyage différent qu'on peut ressentir et sur lequel la technologie peut apporter parfois des réponses. On a maintenant des solutions de rating de l'empreinte carbone d'un voyage, d'affaires notamment. On voit des startups émerger, un peu une société qui s'appelle RateGreen par exemple, qui est un peu le Yuka du voyage d'affaires, c'est-à-dire qui vous dira quelle est l'empreinte carbone de votre voyage. Donc je pense que ça peut un peu objectiver la décision de voyager, ou en tout cas les moyens de voyager, donc la décision peut-être, mais en tout cas les moyens à l'intérieur de ça. Je pense que plus profondément dans le travel en général, que ce soit du business ou du leisure, on va voir de plus en plus la tendance du fair travel, FAIR, c'est-à-dire la conscience de l'impact écologique, de l'impact local, de l'impact financier sur la chaîne de valeur. On a une conscience différente avec, je pense que le fair travel est une des grandes tendances et qu'on ne peut appeler que de nos voeux puisqu'elle doit améliorer globalement l'industrie et son empreinte carbone. Alors c'est passionnant, mais le temps nous est compté. Alors très rapidement, est-ce que la crise actuelle est de nature, toujours pour l'aérien, à remettre en cause le modèle low cost basé sur le volume? Oui. Première question. Oui. Deuxième question, est-ce que vous croyez, comme certains analystes, à la nationalisation d'un certain nombre de grandes compagnies qui ont été aidées par leurs États? Oui, je pense réduction d'espèce de mirage économique qui est qu'on peut aller de Paris à New York pour 299 €. Voilà. Et donc je pense que ça, le marché doit en principe purger de cette aberration économique. Donc on aura, je pense que les low cost en feront les fruits. Un certain nombre de compagnies aériennes ont bénéficié de soutien d'État. Elles sont de fait nationalisées. Si elles ne le sont pas officiellement, elles le sont de fait quand on bénéficie du soutien d'État. Et je pense que les États jouent leur rôle. Alors, on voit bien un peu l'impact qu'a eu la France et les Pays-Bas sur la survie d'Air France KLM. Mais il y aura beaucoup de sociétés qui seront pseudo-nationalisées ou nationalisées officiellement, puisque elles étaient parties dans des tels délires de coûts de fonctionnement et pour le coup, elles ont mis beaucoup de temps à réagir. Donc, seuls les États peuvent permettre à ces compagnies aériennes de subsister pendant la crise. Alors, Guillaume, deux questions. D'une part, j'aurais voulu, tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de la crise turque, vous demander les éventuels impacts économiques d'une éventuelle escalade de cette crise. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, après tout, le business travel n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen de créer du business. Est-ce que vous croyez, dans le contexte d'une baisse des voyages d'affaires, hein, c'est-à-dire que beaucoup d'analystes considèrent que ça ne va pas reprendre dans les mêmes proportions qu'avant, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact direct sur l'économie? La Turquie d'abord. D'abord sur la Turquie, l'impact économique, au moins du côté européen, sera plutôt minime. La Turquie est le 6e partenaire, mais représente grosso modo autour de 3% des exportations européennes aujourd'hui. Donc l'impact pour l'Union européenne reste minime. L'impact sera beaucoup plus important du côté de la Turquie, pour qui justement l'Union européenne est le premier partenaire économique. J'apporterai une nuance pour le côté européen. Aujourd'hui, l'inquiétude est plutôt au niveau de risque systémique et au niveau bancaire.
Le problème qui a déjà été soulevé en 2018 avec la crise de la livre turque, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de banques européennes qui détiennent un nombre important de dettes turques. Aujourd'hui, si en cas de crise et de défaut de la Turquie, c'est l'ensemble du système bancaire européen qui pourrait être impacté et donc on pourrait avoir d'importantes turbulences au niveau des marchés financiers. Ça, c'est le premier point sur la Turquie. Au niveau du voyage d'affaires, je pense qu'on va effectivement, on ne s'attend pas à une reprise du voyage d'affaires tel qu'il était. Moi, je suis d'accord qu'on va peut-être remodeler cette façon de faire des voyages d'affaires. On va plutôt en faire moins, mais peut-être mieux. Et donc, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de disparition de cette branche-là. Et que de toute façon, c'est un élément essentiel aujourd'hui dans la globalisation et dans l'économie mondiale. Justement, ces échanges de bonnes pratiques, ces échanges de connaissances sont un levier important aujourd'hui pour l'économie et pour le futur. Je ne pense pas qu'on puisse s'en passer, mais on va probablement réduire la voilure sur cette branche-là pour des raisons aujourd'hui sanitaires, mais également demain pour des raisons de budget. On va déployer moins d'argent sur ce levier-là. Eric, depuis une demi-heure que l'on parle, là on ne parle que de crise et de crise grave, et de nature économique. Que fait l'OMC? Et plus globalement, est-ce que cette crise, c'est pas un peu la faillite des ensembles régionaux intégrés? Je pense au manque de cohérence des politiques de l'Union européenne, mais également des organismes internationaux. Je pense évidemment au rôle très critiqué, à tort ou à raison, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que c'est pas la fin totale du multilatéralisme, de la coopération internationale? Oui, c'est effectivement quelque chose qui est très frappant. On voit que tout le système multilatéraliste aujourd'hui est en train d'exploser. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié d'abord à la volonté notamment des principaux États, que ce soit la Chine ou les États-Unis. On a vu que, pour prendre un exemple très récent, la manière dont l'ONU a décidé la fin de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, donc ça représente la majorité des États de la planète, et les Américains seuls continuent à s'y opposer. Ils disent qu'ils sanctionneront tous les États qui respecteront finalement les règles internationales et qui vendront des armes à l'Iran. Donc on est là dans un État majeur qui est en train de perturber le jeu international. À leur façon, les Chinois le font aussi, mais en sortant du jeu. Oui, l'Europe ne marche pas. Tous ces grands systèmes marchent de moins en moins. L'OTAN ne fonctionne pas parce qu'on est systématiquement sur un acteur majeur qui donne le ton. Et puis chez nous, dans l'Union européenne, on voit qu'entre les nouveaux entrants, le fonctionnement interne, il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Et puis on le voit très bien, le Brexit est quand même le premier signe qu'un État ait décidé de sortir du jeu. Donc il y a une vraie remise en cause des règles du jeu international dans le cadre de la multilatéralisation qu'on pensait être une tendance forte qui allait s'accentuer et qui est en train finalement de régresser. Oui, tout à fait. Au niveau économique, dans le monde de demain, qui aura pu tirer son épingle du jeu? Ça reste encore et toujours l'Asie qui a le plus gros potentiel de croissance et donc la Chine comme locomotive. Maintenant, je pense que cette crise a mis en exergue finalement des faiblesses de l'économie et surtout le manque de diversification au niveau des chaînes d'approvisionnement avec une dépendance, notamment dans le secteur pharmaceutique, très importante vis-à-vis de la Chine. Donc je pense à court terme du moins, les principaux changements qu'on peut espérer, c'est voir justement de la diversification et certains acteurs asiatiques qui font sortir du lot. Je pense notamment aujourd'hui à l'Inde qui apparaît comme le principal rival de la Chine en proposant un mix, on va dire, technologique et coût de main-d'œuvre réduit qui peut concurrencer véritablement la Chine à long terme. Alors, dernière question, une qui vient de l'un de nos internautes. Est-ce que vous croyez à une fusion-acquisition massive dans le monde de TMC ? Ça, c'est la première question. Et la dernière question sur laquelle on conclura, est-ce que le monde de demain, ce ne seront pas des échanges internationaux qui continueront, mais d'anciens voyageurs d'affaires qui feront leur office de leur office justement, via des visioconférences, que ce soit pour visiter leur filiale ou pour rencontrer des clients. Oui. Fusion-acquisition dans les TMC. Inéluctable. Vous avez des grandes entreprises qui ont mis du temps à se rendre compte que leur modèle de toute façon était déjà battu en brèche, donc inéluctable. Donc tout ça dépend du soutien et la qualité de leur actionnariat. Donc j'entrevois des grands mouvements. Il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait des grands leaders dans le online et des grands leaders dans le offline. Tout ça va donner naissance à des grands leaders online, offline. Donc on peut imaginer que les grandes capitalisations boursières des acteurs online qui sont un Booking.com qui vaut encore plus de 70 milliards ou un Expedia qui vaut une quinzaine de milliards, qui sont là encore largement mieux capitalisés qu'un Amex ou un Carlson
ou qu'un BCD. Donc moi je vois une accélération de ce basculement. Et par ailleurs, je ne crois pas moi à la disparition du business travel. Je crois que elle va revenir sur des formes différentes, hybrides, mais en revanche, l'ancien voyageur d'affaires, il est piqué au voyage d'affaires. Donc il a besoin encore de ce contact. Et en tout cas, tant qu'il est encore dans le jeu, il va certainement essayer de favoriser ce type de pratique. En tout cas, ça sera mon cas. Eh ben, on va conclure sur ce présage heureux. Merci, messieurs. Merci. Merci.